Casting Call, bienvenue sur le podcast de la rédaction de casting.fr qui révèle ta vraie nature. Ici, on va parler casting, témoignages exclusifs, des rencontres avec des professionnels, les clés et les secrets pour devenir un artiste et surtout, en vivre. Casting Call, c'est ton nouveau coach audio qui te permet de poser ton premier pas sur ton chemin de l'éveil et de la réussite. Ose enfin devenir celui dont tu rêves. Bonjour et bienvenue sur Casting Call, le podcast de la rédaction de casting.fr. Je suis Soledad Franco et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir mon coup de cœur de la semaine. Et croyez-moi, c'est un véritable coup de cœur. Je l'ai découvert à travers son univers mode, entre photos, défilés et vidéos. Notre invitée du jour, c'est Carla Peclet, une top modèle à l'élégance naturelle, révélée sur les podiums des Fashion Week et désormais très suivie sur les réseaux sociaux. Mannequin depuis ses 14 ans, elle s'impose aujourd'hui comme une figure montante de l'influence, avec une authenticité et une sensibilité qui la distinguent. Derrière les paillettes, c'est une jeune femme déterminée, passée par des épreuves fortes, notamment une opération de la scoliose qui a marqué son adolescence. Entre résilience et ambition, Carla nous raconte son parcours, sa vision du métier et ses projets pour 2026. Carla Peclet, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Merci. La devise de ce podcast est « Ose devenir celui dont tu rêves ». Qu'en est-il pour toi en cette année 2025 ? Eh ben, je débarque dans le milieu de l'influence, ce qui est tout nouveau pour moi. Je trouve ça hyper cool. Je fais ça en plus de mon métier du coup de mannequin que je fais depuis 10 ans. J'essaie d'associer les deux en gardant mon image très naturelle et spontanée. Et je continue en espérant que ça fonctionne du mieux possible en restant moi-même évidemment parce que c'est l'idée. Tu as commencé les castings à 14 ans. Ouais. J'ai commencé les castings à 13 ans. On est enfant à 13-14 ans. On est un bébé, ouais. On est un bébé. Est-ce que, enfant, 13 enfants, tu avais envisagé devenir celle que tu es aujourd'hui ? T'en as rêvé des podiums ? Du tout. Justement, c'est quelque chose qui me faisait pas du tout rêver. C'est arrivé aussi totalement par hasard. C'est ma maman qui m'a lancée dans ce milieu. Ouais. Il y a toujours une maman derrière les grands projets. Une maman, c'est clair. C'est-à-dire, elle t'a inscrite à un casting ? Elle m'a payé un shooting photo, puisque dans mon entourage, on lui disait souvent que j'avais le profil pour. Et en fait, j'ai fini par accepter, alors que sincèrement, j'en avais pas du tout envie. Et en faisant le shooting, j'ai adoré, tout simplement. Et la photographe a vu un potentiel en moi. Donc, elle a donné le nom d'une agence. On a contacté cette agence et j'ai été prise tout de suite. Et c'est parti. Ouais, c'est parti. Finalement, on a l'impression que les carrières, quand elles démarrent enfant, c'est plus facile. Qu'est-ce que t'en penses ? Oui et non. Parce que, très honnêtement, je pense que j'ai commencé un peu trop jeune. J'étais très très bien entourée, donc c'est ce qui m'a permis de bien me développer dans ce milieu. Mais c'est quand même compliqué, quand on a 14 ans, d'atterrir dans ce genre de milieu, parce qu'il y a énormément de concurrence. On ne sait pas forcément à quoi s'attendre, et on est quand même très vite livré à nous-mêmes. Mais forcément, d'un côté, ça aide à grandir plus vite et à développer une bonne image de carrière, forcément. Toi qui rêvais d'être dans la police judiciaire, tu voulais régler des enquêtes. Où est-ce que tu as grandi ? À Paris ? Pas du tout. J'ai grandi dans la campagne, à Lille. À Lille, campagne de Lille. Nous avons une ch'ti avec nous. C'est ça, une vraie ch'ti. Et que faisaient tes parents ? Alors, mon père est paysagiste. Il crée des jardins. Et ma maman, elle est vendeuse. Donc, absolument rien à voir avec mon milieu. Mais du coup, c'est un milieu super terre-à-terre. Donc, c'est ça qui est très cool. Parce que ça me permet aussi de me recentrer par rapport à ce milieu un peu fou de la mode et de l'influence. Et de quoi tu rêvais quand tu étais enfant ? De quoi je rêvais ? Et ben justement, je rêvais de résoudre des crimes. Alors ça peut paraître un peu bizarre dit comme ça, mais avec ma mère justement, on est fan des séries comme NCIS, les experts criminels et les choses comme ça. Et en fait, ça m'a toujours intriguée. Donc j'étais super intriguée par la justice. Donc j'aurais pu être avocate ou travailler dans la police. C'est un milieu qui me faisait assez rêver. Une sorte d'éthique finalement. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est qu'à 14 ans, par hasard, tu te lances dans le milieu du casting et en même temps, tu te fais opérer d'une sacrée opération. D'une sacrée opération, parce que ça touche le dos, ça touche les os.
Raconte-nous. J'ai été opérée du coup d'une scoliose. C'est quelque chose qui m'a vraiment suivie dans mon enfance puisque ma mère a été opérée de la même chose étant plus jeune. Donc je dirais que j'ai été suivie de mes 8 ans à mes 18 ans. J'ai commencé à porter des corsets pour essayer de maintenir mon dos droit. Malheureusement, je grandissais tellement vite que ma colonne vertébrale en fait s'est totalement déplacée. Donc à un moment, on a dû prendre la décision de m'opérer, ce qui était compliqué parce que c'est une opération qui comporte beaucoup de risques, notamment la paralysie des 2 jambes. Donc c'était une décision qui était difficile à prendre. La seule chose qui m'a rassurée là-dedans, c'est que le chirurgien en fait qui a opéré ma maman m'a opéré moi aussi. Donc je savais à quoi m'attendre. Donc j'ai vécu cette épreuve avec du courage, j'ai envie de dire. Et mes parents m'ont super bien accompagnée là-dedans. C'est une hospitalisation qui a duré 2 mois. 2 mois d'hospitalisation. Ouais, 2 mois d'hospitalisation. Forcément, c'est compliqué après l'opération, puisque le but, c'est de mettre 2 tiges de métal pour soutenir la colonne vertébrale. Donc, il a fallu que je réapprenne à vivre avec ce corps-là. Mais aujourd'hui, tout va bien. Disons que ça m'accompagne. Tu sais quelle est l'image qui me vient ? Non. Frida Kahlo. Oui, ouais, ok. Frida Kahlo qui, lorsqu'elle a eu cet accident, ça a été le début d'une nouvelle vie, une vie créative, une vie où elle a découvert son métier et sa capacité à devenir artiste, couchée dans ce lit. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Frida Kahlo, découvrez-la. Ce qui est intéressant, c'est que cette opération, ça tombe au moment du début de ta carrière. Ouais. Ça paraît dingue. Ouais, en fait, c'est arrivé quelques mois après le début du mannequinat. Du coup, le mannequinat a été mis en stand-by. Et j'ai repris après, en fait, totalement avec un nouveau corps. Et c'est un peu ce qu'on dit, c'est un peu le début d'une nouvelle vie. Et réapprendre à faire les choses et à vivre finalement d'une autre manière. Hein, à 14 ans, on est encore à l'école. Ouais. T'as fait tes études jusqu'à quand ? Alors, je me suis arrêtée au bac. Au bac. J'ai quitté le système scolaire à 16 ans, puisqu'en fait, j'étais beaucoup absente et que c'était très mal vu par rapport à mon école. J'étais dans une école très catholique. Donc le mannequinat, c'est clairement pas une bonne chose pour eux. Je rentrais pas dans les stats de l'école puisque forcément ils voulaient des gens qui étaient très bons en maths, très scolaires, et moi c'était pas du tout le cas. Donc il y a eu des soucis de harcèlement, des problèmes avec les profs, et donc à 16 ans je suis sortie du système scolaire et j'ai terminé ma première et ma terminale avec le CNED, donc l'école à la maison. J'ai passé le bac en candidat libre. Et ça s'est super bien passé, j'ai tout réussi et finalement ça a été la meilleure chose qui puisse m'arriver puisque l'école c'était vraiment devenu un enfer. Donc j'ai réussi à faire les deux. Pour tous ceux qui nous écoutent, c'est affligeant, étonnant, redoutablement commun d'entendre chez les artistes que l'on reçoit que toute personne singulière, parce qu'il faut être singulier pour être un artiste, a été victime, j'utilise le mot victime, d'harcèlement scolaire, cet harcèlement dont on parle enfin grâce à des personnes comme Miel et leur application Link. D'après toi, comment se fait-il que Jordan Deluxe, Christophe Beaugrand, tant d'artistes, de célébrités ou de mannequins comme toi, aient victimes d'harcèlement ? Je pense que sortir du moule, ça plaît pas forcément. Et même moi, d'ailleurs, je me sentais super différente à l'école. Et comme je le sentais, j'avais justement cette envie de ressembler aux autres. Je voyais ça comme un problème, alors que finalement, être différent, c'est une force et ça nous permet de faire des choses différentes. Et je pense que, aujourd'hui, sortir du lot, ça fait peur aux gens. Et il y a forcément aussi un effet de groupe, c'est-à-dire que si quelqu'un est jaloux de ça, et forcément, les gens vont suivre et puis ça va faire effet de masse et ça fait effet boule de neige et on se retrouve dans quelque chose de pas cool. Mais je pense que justement, quand on est différent, faut s'en servir et ça permet de faire des plans de carrière sympas, quoi, tout simplement. Est-ce que tu sais que le métier de mannequin, c'est le métier qui est le plus demandé ? Nous, on travaille avec des chanteurs, danseurs, comédiens, mais non. Casting mannequin, c'est le métier dont les gens rêvent. Oui.
Ton premier casting, tu l'as décroché à quel âge? Alors 14 ans. Tu t'en rappelles? Ouais, c'était pour le magazine Style, donc un magazine londonien. Et je m'en rappelle super bien. C'est vrai que c'était l'un de mes premiers shootings, donc j'étais super figée. Je savais que j'allais faire la couverture d'un magazine. Et j'étais un peu perturbée. En plus, à cet âge-là, du coup, mes parents m'accompagnent au shooting, puisque je suis mineure. Et finalement, je suis hyper bien accueillie. Ça se passe super bien. On me met en confiance super vite. Et en fait, je me rends compte qu'il peut y avoir des gens super bienveillants aussi dans un milieu un peu différent et aussi un milieu de requins, parce que ça reste un milieu spécial. Et finalement, c'est le début de quelque chose d'un peu fou. Mais forcément, je m'en souviendrai toute ma vie de ce premier casting et ce premier magazine. On célèbre avec ce podcast tes 10 ans de carrière à 24 ans, c'est pas rien. Quel est ton plus beau souvenir de casting ? Je pense que c'était pour le défilé Messika, avec Valérie Messika, qui est vraiment super sympa comme personne, hyper humaine. Parce que c'est vrai qu'on peut aussi faire parfois face à des directeurs de casting qui sont pas toujours très sympas. Et là, pour le coup, c'était super humain. J'étais super contente de défiler pour cette marque. Donc non, j'en garde un super bon souvenir. Je pense que c'est l'un de mes meilleurs castings. Alors, ton pire souvenir ? Mon pire souvenir, alors je ne me souviens plus de la marque parce que c'était une marque pas très connue, mais c'était pour une marque de bijoux, c'était pour une présentation. Et l'idée, c'était de faire la statue. Et arrivé au casting, je croise l'une de mes copines, donc je parle avec elle, parce que forcément, quand on croise des copines, on parle. Et cette créatrice, nous a mis au coin, chacune d'un côté, et nous a dit, vous n'avez pas le droit de parler, et si vous êtes prise, vous ferez la statue pendant 3 heures, et vous n'aurez pas le droit de bouger, ni de boire, ni d'aller aux toilettes, enfin bref. Donc on est sortis de là, on a dit, c'est hors de question, on fait pas ça. Mais oui, c'était très spécial, on a été mises au coin, alors qu'on avait peut-être 18 ans chacune, et très lunaire comme casting. Ce matin, je regardais l'interview d'une chanteuse qui s'appelle Carla, que tu connais peut-être, et qui racontait qu'en studio, à l'âge de 14 ans, elle avait un coup de mou, un coup de déprime, et qu'on lui a dit, tiens, prends des vitamines, et que ces vitamines étaient un sachet de poudre blanche. Sa maman l'avait averti des risques. Qu'en est-il pour toi ? Est-ce que c'est un mythe ? Est-ce qu'il y a un risque ? Est-ce que tu as été déjà confronté à des gens qui te proposent de la drogue ou de la maltraitance, ou tu sais, à l'heure de tous ces hashtags, qu'en est-il dans ta carrière ? Alors pour le coup, sur 10 ans de carrière, j'ai jamais eu affaire de la proposition de drogue ou ce genre de choses. Par contre, ça m'est déjà arrivé d'être sur un shooting avec quelqu'un du coup qui avait été accusé de viol. Donc moi je l'ai su après. Heureusement, il m'est rien arrivé sur le moment, même si j'ai remarqué que c'était une personne très bizarre. Mais oui, j'ai su après que du coup, elle était accusée d'attouchement sexuel et de viol. Et ça, c'est pas un mythe. On sait qu'il peut y avoir de la drogue, qu'il peut y avoir des personnes très malsaines. Mais pour le coup, j'ai de la chance. J'ai jamais eu affaire, mis à part cet événement-là, à de choses trop bizarres, quoi. Quel conseil tu pourrais donner à un homme, une femme qui rêve d'entamer une carrière artistique comme la tienne ? Par où commencer ? Comme toi, faire un shooting photo ? Je pense déjà qu'il faut être bien dans sa tête pour commencer dans ce milieu. Idéalement, si on peut être bien entouré aussi, c'est important, parce que moi, c'est vraiment ce qui m'a aidé à rester moi-même et à être saine d'esprit, si je peux dire ça comme ça. Sinon, pour se lancer, aujourd'hui, justement, il y a plein de plateformes, il y a plein d'agences où on peut envoyer des mails, justement, des photos, ce qu'on appelle des polas. Des photos très basiques devant plutôt un mur blanc, avec des vêtements aussi très simples pour qu'on voit un peu la silhouette et le visage qu'on a, et justement envoyer à des agences et voir le retour qu'on peut avoir. Après, ça reste un milieu compliqué, il y a énormément de gens, énormément de mannequins aujourd'hui, donc je sais que la sélection est dure, mais qui ne tente rien n'a rien, j'ai envie de dire. Est-ce qu'aujourd'hui, on vous exige l'exclusivité ? Il fut une époque où il fallait signer dans une agence et on était corps et âme liés à cette agence. Qu'en est-il en 2025 ? Non, aujourd'hui, plus spécialement. Il faut quand même une agence par pays.
et pas avoir plusieurs agences en France. Enfin, du moins, par ville, j'ai le droit d'en avoir une à Lille, par exemple, et une à Paris. Mais dans l'idéal, il vaut mieux en avoir une par pays. Mais sinon, non, il y a plus ce truc d'exclusivité où quand on signe dans une agence, il fallait être dans toutes les agences du monde. Non, ça, pour le coup, ça a changé. Dans nos coulisses, tu disais connaître casting.fr. Oui. Parce que non seulement tu es mannequin, mais tu te lances dans une carrière en tant que comédienne. Comment est arrivée cette envie ? Comment est arrivée cette envie ? Je pense que à force d'être derrière les caméras, c'est quelque chose qui tout simplement m'a plu. Et en fait, avec le mannequinat, on est souvent très figé. On n'a pas l'opportunité de parler. Et je me suis dit, pourquoi pas tenter. Ça m'est arrivé aussi de faire des petits films ou des petits courts-métrages avec le mannequinat. Et c'est quelque chose qui m'a plu. Donc, je me suis dit, pourquoi pas aussi essayer le cinéma. Et aussi par rapport à ma personnalité, vouloir aussi un peu... je sais pas, m'ouvrir et découvrir de nouvelles choses. Donc c'est comme ça aussi que je suis tombée sur casting.fr. Vous proposez beaucoup de castings qui sont hyper intéressants. Donc non, c'est super chouette. Incroyable, ça c'est une belle exclue. Dis-moi, le mannequinat, les gens pensent qu'il suffit d'être belle, alors qu'il s'agit d'un véritable métier. Quelles sont les ressources nécessaires pour être une mannequin et vivre de son métier? C'est vrai qu'on pense que c'est souvent basé sur le physique. Peut-être qu'à l'époque, c'était plus comme ça. Mais aujourd'hui, c'est énormément basé sur la personnalité. C'est-à-dire que quand on fait un casting, on sait déjà qu'en passant la porte, il faut qu'on dégage quelque chose. Si on vient vide ou qu'on a le regard... vide aussi, on va dire. Ça peut ne pas fonctionner. Il faut directement se démarquer parce que justement, on est énormément. Et du coup, si on n'a pas une personnalité un peu différente, ça fonctionne pas en fait. Aujourd'hui, le physique, ça suffit plus. On nous demande d'être 50% physique et 50% personnalité. Tu as une beauté naturelle divine. Je regarde et j'observe le grain de ta peau. Tu prends soin de toi, tu prends soin de ta peau. Alors oui, après j'avoue que j'ai quand même de la chance. J'ai pas une peau à problème de base, mais je suis pas non plus la fille qui fait 15 000 routines skincare, mais forcément je fais attention quand même, je fais le minimum on va dire. Tu as participé à la Fashion Week, j'ai vu des vidéos divines, tu es très longue, tu es très mince, c'est naturel, tu as une hygiène de vie stricte, une discipline alimentaire, dis-nous la vérité, toute la vérité. C'est marrant parce que c'est une question qui revient énormément, on me demande toujours si je suis un régime, et non pareil c'est ma morphologie, c'est la génétique, je n'ai jamais eu besoin de suivre un régime particulier, c'est mon corps qui est comme ça, pour le coup, je suis même du genre à manger un peu n'importe quoi, pour être honnête. Et je prends pas un gramme. Tu fais du sport ? Ouais, un peu, mais pareil, c'est pas délirant. Tu es juste toi ? Ouais. Est-ce que tu fais la fête ? Est-ce que tu te couches tard ? Alors, je suis une couche tard. D'ailleurs, mon surnom, c'est le hibou, parce que je vis un peu la nuit, mais je ne suis pas une grosse fêtarde. Donc, disons que je peux tenir toute une nuit à lire un livre, ou à être sur les réseaux sociaux, ça c'est pas très bien. Mais même si je fais la fête, typiquement je supporte pas l'alcool, je fume pas, je me drogue pas. Donc dans ce sens-là, je suis je suis un enfant sage, on va dire. Une enfant sage. Tu parles des réseaux sociaux, tu cartonnes sur TikTok. Tu gagnes ta vie avec ? Ouais, c'est le début. Justement, de base, je gagnais que ma vie avec le mannequinat. Et là, c'est le début de l'influence, du coup. Donc, je découvre petit à petit. Et c'est très cool. Ça fonctionne très, très bien, d'ailleurs. Ça te prend pas trop de temps ? Et finalement, non. Parce que je me suis toujours dit que si je commençais les réseaux, il fallait pas que ce soit un poids ou quelque chose qui m'embête dans le quotidien. Donc non, c'est très spontané. Et finalement, j'aime tellement faire ça que c'est facile. On va parler argent. On a connu les années 80 avec ces grandes stars, Linda Evangelista, Carla Bruni, Naomi Campbell et j'en passe. Des stars, des icônes qui ont même remplacé les grandes stars américaines de cinéma et qui gagnaient très très bien leur vie. On les voyait dans les clips de George Michael, on les voyait sur les plus beaux podiums. Est-ce qu'aujourd'hui, être mannequin, c'est bien gagner sa vie ? Alors oui. C'est bien gagner sa vie, évidemment, c'est une chance. Après, si on compare justement aux années 80, non, ça n'a absolument plus rien à voir.
Mais justement, j'ai conscience que c'est un métier qui est atypique et qui reste forcément une chance. Si je compare par exemple au métier de ma maman, je sais que je gagne mieux ma vie que ma mère. Donc à mon âge, forcément, c'est une chance. Il faut en profiter parce qu'en plus c'est pas un métier qui dure toute une vie. Donc non, j'ai bien conscience de ça. Jusqu'à quel âge tu crois qu'on peut être mannequin? Tout dépend de comment on vieillit, j'ai envie de dire. Mais je pense que pour une femme, entre 30 et 35 ans souvent. Quelle est ton ambition? Où est-ce que tu te vois plus tard? Plus tard, déjà j'aimerais continuer mon métier le plus longtemps possible. Après, je me vois pas forcément... j'aime bien la simplicité. Donc j'aimerais garder une maison justement à la campagne, avoir des enfants, avoir mon copain, que tout se passe bien, rester justement dans un environnement assez sain. Même si j'aimerais aussi pourquoi pas que ça fonctionne dans le mannequinat, dans le cinéma, pardon, ou aussi comme je disais être invité à certains shows, mais pour le coup ne plus défiler, mais être derrière la scène, on va dire. Mais rester quand même avec quelque chose de très simple et très sain autour de moi. Tu as commencé à l'âge de 14 ans. Quand on est mineur, on gagne pas son argent. C'est bloqué sur un compte qui s'est débloqué, j'imagine, à l'âge de 18 ans, c'est ça? Alors du coup, 16 ans. 16 ans? Ouais, pour moi, parce que comme j'ai commencé en Belgique, les règles ne sont pas les mêmes. Mais mes parents, pour le coup, ont tout coffré, si je peux dire ça comme ça, jusqu'à mes 18 ans. Et qu'est-ce que tu as fait de cette somme d'argent, la première fois que tu as récolté la somme de tes années de shooting en étant mineur? Très honnêtement, je suis pas quelqu'un de très dépensière et j'ai toujours aussi eu des parents qui m'ont éduquée en me disant que il fallait que j'économise pour par exemple acheter un appartement, et aujourd'hui c'est le but justement d'investir dans l'immobilier. Donc j'ai mis de côté pour pouvoir m'acheter une maison ou un appartement d'ici peu. Quand on a 24 ans, qu'on est mannequin, j'imagine qu'on voyage énormément. Je t'imagine à Milan, je t'imagine à Londres. Est-ce que tu arrives en tant que mannequin à maintenir une vie simple? Tu parles beaucoup de simplicité et de nature. Tu parles beaucoup d'authenticité. Est-ce qu'on arrive quand on a une vie complètement décalée? J'imagine que tu as des copines qui font des métiers un peu plus lambda. Est-ce que tu arrives à être présente à des anniversaires? Parfois, avec cette vie, on manque des rendez-vous importants. Qu'en est-il pour toi? Est-ce que tu arrives à garder des relations saines et normales avec ton entourage? Alors honnêtement, oui. Je suis très très bien entourée et j'arrive à garder une vie assez normale. Mais je dois avouer que psychologiquement, par exemple, c'est pas tout le temps simple de varier, de faire les deux. Et surtout, ça nous donne une étiquette un peu spéciale. Moi, typiquement, je viens de Lille. Et forcément, Lille, c'est pas très grand. Et je sais que j'ai une étiquette sur la tête forcément de mannequin. Et comme je commence l'influence, je commence aussi à être vue. Et typiquement, les relations amoureuses, les choses comme ça, c'est pas simple. Parce que on a une image qui n'est pas forcément la nôtre. Donc, on essaie de gérer le mieux qu'on peut. Moi, je sais que je suis quelqu'un justement de très cash, de très franche. Donc finalement, quand on me rencontre, on me dit que je suis sympa, parce que ce qui ressort souvent, c'est que je peux être très hautaine et très froide, que je peux dégager du moins cette image-là. Et finalement, quand on me rencontre, on découvre que je suis un peu comme sur mes réseaux, très très franche et très simple. Mais c'est pas toujours facile, non, de faire les deux. Mais j'essaye de rester justement moi-même, ce qui me permet de garder une ligne normale et de garder ma route, on va dire. Quelle image ou quel rapport tu as plutôt avec ton image? Tu te trouves belle? Comment tu te... C'est quelque chose qui est compliqué justement aujourd'hui, justement de dire qu'on se trouve belle. Donc oui, mais justement j'ai tendance à me dénigrer et parfois à dire que j'ai ce physique, mais qu'à côté j'ai pas forcément grand chose, parce que c'est aussi parfois ce qu'on nous laisse croire, hein, et forcément avec les préjugés qu'il y a dans ce milieu, on nous dit qu'on est simplement un physique. Donc j'essaie, on va dire, de m'aimer. C'est pas simple, je trouve, d'avoir confiance en soi et d'être bien dans son corps, mais c'est quelque chose qui est super important. Donc avec le temps, j'essaie de développer ça. Dans ta carrière, quelle a été ta rencontre déterminante, celle qui t'a marqué, celle qui t'a propulsé? Je pense déjà que c'est l'agence avec qui j'ai signé à 14 ans, parce que c'est eux qui m'ont placé dans le monde entier et c'est avec eux que j'ai décollé. Après, à l'heure actuelle, je dirais que c'est mon agent
dans mon agence à Paris, donc chez Women 360, qui s'appelle Valérie Hakoun et qui pour le coup est comme une deuxième maman, parce que dans ce milieu-là aussi c'est pas simple de trouver des gens de confiance avec qui on peut tout dire, avec qui on peut dialoguer. Et elle pour le coup, elle gère ma carrière d'une manière super simple. Elle est à l'écoute, ce qui est super important. Si je me sens pas bien, j'ai le droit de lui dire. S'il y a des choses que je veux pas faire, elle est OK avec ça aussi. Et le fait d'avoir une épaule comme ça, c'est super rassurant. Donc non, elle est très importante dans ma carrière aujourd'hui. C'est intéressant de voir comment souvent les mannequins ont ce syndrome de l'imposteur. C'est fou. Ça résonne en moi, ça résonne chez beaucoup de personnes. Et peut-être même que aujourd'hui, vouloir devenir comédienne, c'est raconter des histoires autrement, parce qu'être mannequin, c'est être au service d'une histoire aussi. Quand une marque a un sac à vendre, il faut interpréter les valeurs de la marque et savoir interpréter les émotions, les véhiculer. Est-ce que tu te prépares à ce métier? Est-ce que tu prends des cours? Est-ce que tu as décidé réellement de mettre le pied à l'étrier et de te dire ok, je vais être mannequin et je vais me lancer? Qu'est-ce que tu fais pour ça? Pour le mannequinat, pour être mannequin? Pour être comédienne. Pour être comédienne, et ben en fait j'ai entendu parler de l'école Anyone, donc de l'école en ligne. D'ailleurs c'est une école j'ai vu qu'elle était beaucoup critiquée, alors que moi j'ai trouvé le concept assez sympa. Et du coup je me suis lancée là-dedans. Donc du coup c'est des vidéos qu'on doit envoyer. Et après on a un coach qui nous donne des conseils et du coup on doit les appliquer pour renvoyer après d'autres vidéos. Et à la fin de cette formation, on doit venir justement sur Paris pour tourner une bande démo. Donc je me suis lancée là-dedans. Je vais bientôt tourner ma bande démo d'ailleurs et on verra ce que ça donne. J'essaie de pas me mettre trop de pression parce que je sais aussi que c'est un milieu qui est pas simple et c'est aussi un milieu où il faut beaucoup de chance pour réussir, mais je me donne les moyens d'y arriver et on verra si ça fonctionne ou pas, mais j'ai pas envie de me mettre la pression avec ça en tout cas. Qu'est-ce que tu dirais à la petite fille de 14 ans qui commence sa carrière en tant que mannequin? Qu'est-ce que je dirais? À moi-même ou aux petites filles en général? À toi-même. Je dirais de me faire confiance, d'écouter aussi les personnes qui sont autour de moi. Typiquement mes parents, heureusement que je les ai écoutés à cette période-là et que je leur ai fait confiance. De faire attention aussi, parce que malgré qu'on ait 14 ans, à ce moment-là, on peut nous manipuler et profiter justement de notre jeune âge pour essayer de nous faire des choses qu'on n'aurait pas forcément envie de faire. Donc je lui dirais de continuer dans sa lancée, de se faire confiance et de rester elle-même surtout. Et de rester elle-même. Merci pour ce délicieux moment. Merci à toi. On te retrouve sur ton TikTok, on mettra les informations sur ton Instagram. Et à vous les directeurs de casting cinéma, on vous attend. À bientôt. Merci beaucoup Carla pour ce moment. Beaucoup. Merci. Il est tard. Je cherche à rentrer chez moi. Et je prends un chemin que je ne connais pas. Un petit sentier qui longe les usines et la ville en coupant par la forêt. Je commence à peine à entrevoir la nature lorsque tout d'un coup, la nuit tombe. Je suis plongé dans le noir et le silence. Pourtant, je n'ai pas peur. Je m'endors quelques minutes tout au plus. Et quand je me réveille, le soleil est là. Et la forêt brille d'une lumière éclatante. Reconnais cette forêt. Ce n'est pas une forêt ordinaire, c'est une forêt de souvenirs. Mes souvenirs. Cette rivière blanche et sonore, mon adolescence. Ces grands arbres, les hommes que j'ai aimés. Cet oiseau qui vole, au loin, mon père disparu. Mes souvenirs ne sont plus des souvenirs. Ils sont là, vivants, près de moi. Ils dansent et m'enlacent, chantent et me sourient.
Et j'aime comme je n'ai jamais aimé.